Parce que très souvent, quand on a une hypothyroïdie, on cherche d'abord à manger plus d'iode, on va chercher les carences nutritionnelles, on va chercher à booster le fonctionnement de la thyroïde. Mais il faut se rappeler que c'est le foie qui convertit la majorité des hormones thyroïdiennes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être d'une importance capitale. Hippocrate disait lui-même: toutes les maladies naissent dans les intestins. Il aurait pu dire: toutes les maladies naissent dans le foie. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va parcourir tous les signes, tous les symptômes qui sont liés à un dysfonctionnement du foie et vous allez voir qu'on va créer des liens entre beaucoup de choses. Il y a maintenant quelques temps de cela que j'ai découvert cette approche par le rééquilibrage du foie et je peux vous dire que ça a révolutionné ma façon de voir la santé. Ça a révolutionné déjà plein de choses chez moi, mais ça a révolutionné ma façon de pratiquer et je vous le dis, il est en train de se passer quelque chose. On commence à avoir de super résultats, de plus en plus de résultats. Le foie, c'est vraiment la pièce centrale qui permet de faire le lien entre toutes les maladies qui existent. Je vais vous en parler tout à l'heure. Avant de démarrer, je voudrais remercier le docteur Gareth Smith et Grande Généreux de m'avoir initié, de m'avoir permis de comprendre cette vision de la santé qui tourne autour d'un bon fonctionnement hépatique. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et je suis spécialisé dans tout ce qui est santé du foie. Et c'est la méthode que j'utilise pour aider les gens à améliorer leurs troubles chroniques. Dans cette vidéo, on va voir tous les signes d'un foie surchargé. Je commence toujours toutes les vidéos avec un rappel, d'accord? Avec la citation d'Hippocrate qui nous disait que toutes les maladies ont deux causes originelles, un la carence et deux la toxémie. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet qui expliquent pourquoi quand on a un foie qui dysfonctionne, on a automatiquement des carences qui vont s'installer et on a automatiquement la toxicité du corps qui va augmenter puisque le foie c'est la station d'épuration. On va rentrer dans le sujet tout à l'heure, mais cette phrase elle est très importante à garder en tête puisqu'en réalité, si on veut améliorer sa situation, ses troubles chroniques, sa santé, on n'a pas besoin de se focaliser sur le symptôme qu'on a. On a simplement besoin de comprendre cette notion de carence et de toxémie, de travailler dessus pour de nouveau retrouver un état qui nous convient. Alors, avant d'aller plus loin, à qui s'adresse la vidéo pour que vous ne perdiez pas votre temps si jamais vous n'êtes pas concerné? Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont des troubles chroniques. Quand je dis des troubles chroniques, c'est-à-dire des problèmes qu'on traîne depuis plus de 3-4 mois. Ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des problèmes hormonaux, d'énergie, de fatigue, etc. Bref, une combinaison de plusieurs problèmes chroniques. Et elle s'adresse également aux personnes qui ont, entre guillemets, tout essayé. Tout essayé, donc voilà, c'est un petit peu illustré par cette image que vous voyez maintenant. Je suis également passé par là, on est beaucoup à être passé par là. On va d'un spécialiste à un autre, on passe par la médecine fonctionnelle, on va vers des régimes alimentaires comme le cétogène, le low carb, le sans gluten, le sans lactose. On teste différentes thérapies énergétiques, des massages, on teste des protocoles, on teste des thérapies émotionnelles. On peut avoir des améliorations, on peut en avoir pas du tout, on a parfois des aggravations, mais grosso modo, sur le long terme, nos symptômes restent toujours là. D'accord? Et donc, je m'adresse à ces personnes-là en leur disant que voilà, si vos symptômes sont toujours là après tant d'années et de tests, d'expérimentation de méthodes différentes, c'est que vous ne traitez pas la cause de votre problème. Et c'est ce qu'on va essayer, en tout cas c'est l'ambition que je me donne avec les vidéos sur cette chaîne, c'est d'essayer de réellement aller à la racine des problèmes. Et donc, vous l'avez compris, moi, ma façon de voir les choses, c'est à travers le rééquilibrage du foie. Donc, on va expliquer pourquoi le foie, il est central dans le déclenchement de tous les troubles chroniques. Mais avant cela, je vais juste vous lire un petit témoignage pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire dans la communauté Liver Reset ou dans les accompagnements que je donne. Donc là, on a un témoignage de Michel. Donc, merci déjà pour toutes les infos précieuses que tu partages. Perso, je sens que je suis sur le chemin de la guérison grâce à toi. Et même si ça doit prendre des mois, je suis prêt à continuer comme ça. Donc Michel, il a compris une chose très importante, c'est que le rééquilibrage du foie et la santé, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Je continue. Je ressens déjà plus belle peau, meilleure humeur, meilleure libido, même si très inconstant, j'ai repris 1,5 kg, transit amélioré. Un grand merci Jérémy, tu mérites davantage de visibilité, etc. Tu donnes généreusement, tu mérites de recevoir généreusement aussi Michel.
Voilà, donc voilà un petit témoignage qui montre un petit peu ce qu'on est capable de faire quand on attaque la racine de ces problèmes. Alors, avant de rentrer dans le gros de la vidéo, où concrètement on va aller sphère par sphère digestive, sphère hormonale, la peau, etc. Et on va lister toutes les problématiques et on va montrer en quoi elles sont liées au foie. Il faut évidemment faire un petit topo. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire un détail sur les process de détoxification du foie. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Je les ferai peut-être afficher en haut à droite à cet instant de la vidéo. Sinon, il faudra retourner sur ma chaîne et voir les vidéos précises que j'ai fait sur le foie. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc là, je vais tout simplement présenter des schémas auxquels je vais me référer chaque fois pour expliquer en quoi telle ou telle pathologie implique un problème hépatique, un problème du foie. Déjà, il va y avoir ce premier schéma. Donc là, vous avez un foie. En vert, vous avez les canaux hépatiques. Ici, cette petite éponge, c'est la vésicule biliaire. Et là, vous avez le canal cholédoque qui est le canal qui va conduire la bile qui va arriver dans les intestins. Donc là, très rapidement, dans le foie, suivez ma souris, on a la bile qui est produite. Le foie, c'est la station d'épuration du corps, c'est lui qui traite absolument toute la toxicité du sang. Et il en fait un compost qu'on appelle la bile. Cette bile, elle est produite dans les cellules du foie. Ici, elle va être insérée, elle va circuler le long des canaux hépatiques et elle va ici se stocker dans la vésicule biliaire. Et chaque fois que nous allons manger, avoir une émotion forte, faire du sport, avoir chaud ou quand nous dormons, ici, là, la vésicule biliaire va relâcher, va sécréter, va libérer de la bile qui va arriver dans nos intestins. Okay. Donc ça, c'est la circulation normale de la bile. Quand cette circulation, elle se fait correctement, eh bien, on a une quantité de bile qui arrive dans les intestins qui est suffisante, d'accord? Et cette bile, elle a différentes caractéristiques. Elle est laxative, donc elle va faire en sorte que le transit est régulier, qu'on n'a pas de constipation. Elle est antimicrobienne, c'est-à-dire que partout où elle va passer, elle va éliminer les mauvaises bactéries, donc elle va empêcher les dysbioses, tout ce qui est SIBO, etc. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Et c'est surtout la toxicité de votre foie. Okay, donc c'est important qu'elle termine sa course aux toilettes. Il y a une certaine partie qui est réabsorbée dans l'iléon, qui est la dernière partie de l'intestin grêle. C'est pour ça qu'il est important d'avoir régulièrement une consommation de fibres solubles, parce que les fibres solubles permettent d'évacuer la bile. Et donc tout le problème du foie, ça va être déjà une bile qui est trop toxique, parce qu'aujourd'hui on est soumis à une telle toxicité que le foie, voilà, c'est une station d'épuration qui va produire un compost, une bile qui va être de plus en plus toxique. Ça, c'est la première des choses. Cette bile, on ne veut pas la réabsorber, on veut vraiment qu'elle dégage aux toilettes. Et le deuxième problème qui va se produire, c'est qu'en fait, comme on est de plus en plus carencé, qu'on a une bile qui est de plus en plus toxique, ce qui se passe, c'est que le foie, il peut arriver des moments où il ne fonctionne pas bien. Et vous voyez là, tous ces canaux hépatiques, c'est comme des tuyaux de plomberie. Et ce qui peut se passer, c'est que la bile, au lieu de circuler bien, librement, dynamiquement dans ces canaux, elle peut stagner. D'accord? Et quand la bile stagne dans les canaux hépatiques, on appelle ça une cholestase. Coller, ça veut dire bile, stase, ça veut dire stagner. Et donc ça va poser tout un tas de problèmes. Le premier, c'est que la toxicité n'est plus évacuée correctement dans les intestins, et donc la toxicité va s'accumuler dans le foie. Premier problème. Deuxième problème, comme la bile va s'accumuler dans les canaux hépatiques et qu'elle est toxique, elle peut créer des trous. Elle peut littéralement créer des petits trous, comme dans un réseau de plomberie, vous allez avoir des fuites. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez là partout, suivez ma souris, vous allez avoir des petits trous, et donc la bile va se déverser dans le sang, et donc là potentiellement elle peut aller partout. Et donc elle peut causer tout un tas de problèmes. C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure quand on va voir les pathologies. Donc ça, c'est le gros problème de la cholestase. Donc nous, ce qu'on veut dans le monde idéal, c'est une bile qui circule parfaitement ici, qui n'est pas bloquée, qui ne repart pas dans le sang et qui tranquillement va dans les intestins et termine sa course aux toilettes, même si je vous l'ai dit, la plus grande partie sera réabsorbée. Donc ça, c'est très important de comprendre cette circulation de la bile et cette bile-là qui s'accumule et qui cause, on va le voir tout à l'heure, et c'est la thèse que je vais essayer de défendre dans cette vidéo, tous les problèmes de santé, eh bien c'est ce qu'on appelle la théorie de la bile toxique. Hein, vous imaginez, vous avez une ville, vous avez une entreprise qui est chargée de collecter les déchets et de s'occuper de recycler les déchets. Si cette entreprise ne fonctionne pas correctement, toute la ville va être sale en quelques semaines. Et absolument tous les habitants vont être impactés. Que ce soit les riches, les pauvres, ceux qui habitent au nord, au sud, à l'ouest, au centre, pas au centre,
puisque tous les habitants produisent des déchets. Eh bien, à l'échelle du corps, c'est exactement la même chose. Si vous avez un foie qui ne fonctionne pas bien, la toxicité dans le sang augmente, et comme le sang alimente toutes les cellules, c'est toutes les cellules du corps qui vont potentiellement être entourées de déchets. Et on l'a dit tout à l'heure, les deux causes de toutes les maladies, c'est un, la carence nutritionnelle, et deux, la toxémie. Donc si toutes vos cellules, elles baignent dans plus de toxicité, toutes vos cellules vont moins bien fonctionner. Et donc on peut avoir des pathologies absolument partout. Voilà, donc ça c'est la théorie de la bile toxique. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo détox, tout commence par le foie. Ça c'est le premier schéma auquel je vais me référer. Deuxième schéma qu'il faut comprendre. Voilà. Je vous l'ai dit, ça c'est un schéma centré sur le foie et les intestins. Donc là, je vous ai dit, la bile elle est sécrétée et elle arrive dans les intestins. Donc ensuite, voilà, on est ici là. Ici, on est au niveau de cette section rose. Donc là, on a la bile qui arrive. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bile là, elle traverse tout l'intestin grêle. Et là, elle va traverser tout le côlon. Suivez ma souris. Tout le côlon. Okay, donc ça, il faut bien le comprendre. La bile, elle va dans tout le système digestif. Et elle termine sa course aux toilettes. Ici, là, je vous l'ai dit, juste avant le passage dans le côlon, dans cette dernière partie qui est l'iléon, la bile est réabsorbée. Pourquoi? Parce que le corps est une machine à recycler. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est que il y ait quelque chose qui permette de capturer cette bile et de l'emmener aux toilettes. Parce que je vous l'ai dit, on vit dans un monde qui est de plus en plus toxique. On a de moins en moins de nutriments dans nos assiettes. On est exposé à toujours plus de toxicité autour de nous. Donc, on a de plus en plus de déchets à traiter. Donc, on ne veut pas réabsorber cette bile qui est toxique. On veut qu'il y ait, en tout cas, une plus grande partie qui continue son trajet dans le côlon et qui termine aux toilettes. Et ça, il faut le faire notamment en consommant des fibres solubles. Mais je reviendrai sur ce point tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que là, dans le côlon, on a la plus grande partie de nos bactéries. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes digestifs, qui ont des surdéveloppements bactériens, des dysbioses. Ça peut être de la candidose, dysbiose fongique, ça peut être un SIBO ou une dysbiose bactérienne. Et donc la bile, je vous l'ai dit, c'est un antibactérien. Donc là, si vous n'avez pas assez de bile qui arrive dans le côlon, c'est open bar pour vos bactéries, elles se surdéveloppent. Il n'y a rien qui est là pour les réguler. Il n'y a pas un paysan qui passe avec sa faucheuse ou un troupeau de vaches qui vient pour brouter le pré. Le pré, il est laissé tout seul à l'abandon. Et donc un pré qui est laissé tout seul à l'abandon, les mauvaises herbes se développent. Et donc c'est le même principe dans le côlon. Donc ça, il faut bien le comprendre. La bile, elle traverse tout l'intestin grêle. Elle est réabsorbée à 95% là au niveau de la dernière portion. Et donc elle traverse tout le côlon. Et donc elle arrive aux toilettes. Ok. Dans les selles, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième schéma. Et ensuite, troisième schéma auquel je vais me référer, qui est un schéma un petit peu plus général sur le métabolisme. Il faut comprendre que le foie, il est central dans la plupart des voies métaboliques. Donc je vous l'ai dit, avec la sécrétion de bile, il va permettre que la digestion se passe correctement. Parce que c'est réellement la bile qui va dicter le transit, qui va faire en sorte qu'il y ait une bonne circulation. La bile qui va aller dans l'intestin grêle, puis dans le côlon, puis dans la selle. Je vous ai expliqué, là, si vous avez une cholestase, donc ici, là, si vous avez de la bile qui est bloquée partout, si vous avez votre réseau de plomberie qui est bouché et qui a des trous, là, c'est bouché, ça va fuir. Donc ici, là, au lieu d'avoir toute votre bile qui arrive, vous allez avoir plus que la moitié, par exemple. Et donc ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le foie ne fonctionne pas bien, vous avez de la bile qui repart dans le sang. Et oui, si là, regardez, si là la vésicule biliaire, elle envoie plein de bile et que là vous avez des trous partout, eh ben, comme un réseau de plomberie qui fuit, vous allez avoir de l'eau qui va sortir partout. Seulement le problème, c'est que là, tout autour, il y a votre sang. Donc on a la bile qui est le liquide le plus toxique du corps, qui retourne dans le sang. Donc c'est ce que j'ai illustré ici, là. La bile qui, au lieu d'aller complètement dans les intestins, il y a une certaine partie qui va retourner dans le sang. Donc c'est très important de comprendre ça, puisque on va revenir systématiquement sur ce schéma. Et encore une fois, si ce n'est pas clair pour vous, si vous voulez plus de détails, vous regardez d'abord ma vidéo sur détox, pourquoi tout commence par le foie. Donc le foie a une énorme influence sur la digestion. C'est littéralement lui qui dicte le transit. Okay. Deuxième chose, c'est le foie qui est responsable du métabolisme, des glucides, des protéines et des lipides. C'est lui qui récupère tous les nutriments issus de la digestion.
C'est lui qui va synthétiser des protéines, c'est lui qui va maintenir la glycémie, c'est lui qui est responsable de la plupart du glucose qui est dans le sang par la néoglucogénèse. Donc il est vraiment central dans le métabolisme. Autre chose aussi, c'est le foie qui convertit, voilà, là vous avez en bleu, la majorité des hormones thyroïdiennes, T4 en T3. Ça, c'est hyper important parce que les hormones thyroïdiennes, elles vont dicter le métabolisme. Elles vont dicter la vitesse avec laquelle on va fabriquer des protéines, des glucides. Elles vont dicter la chaleur corporelle. Elles vont dicter notre énergie. Enfin, c'est vraiment la boîte de vitesse de notre voiture. Et c'est le foie qui fait cette conversion. Donc, si le foie ne fonctionne pas bien, on a une hypothyroïdie directement. Autre chose aussi, c'est que au niveau hormonal, on a également toute la cascade des hormones stéroïdes qui est gérée par le foie. Parce que d'une part, c'est le foie qui métabolise le cholestérol qui va servir ensuite, comme on le voit sur ce schéma, à fabriquer toutes les hormones stéroïdes qui sont hyper importantes pour la fertilité, la jeunesse, l'énergie, la libido, la stabilité psychologique, les émotions, voilà, l'enthousiasme, l'état d'esprit, etc., les émotions. Et c'est à nouveau la T3 qui active la cascade des hormones thyroïdiennes. Mais encore une fois, que ce soit la T3 ou que ce soit le cholestérol, on en revient toujours à la même pièce de départ, c'est le foie. Si le foie ne fonctionne pas bien, on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, donc on aura un cholestérol qui va s'accumuler. Donc ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est très bien documenté. Le lien entre hypothyroïdie et hypercholestérolémie est vraiment bien établi. Mais à la base, l'organe qui fabrique les deux, qui est à la base des deux, c'est le foie. Donc au lieu de traiter l'hypercholestérolémie ou l'hypothyroïdie comme des problèmes à part entière, revenons à la source et traitons le foie. Donc voilà, ça c'est hyper important de comprendre que le foie il a un rôle central puisque c'est lui la racine du métabolisme, de la digestion et de l'équilibre hormonal, thyroïde, hormones, stéroïdes. Et donc on va y revenir chaque fois sur toutes les pathologies qu'on va rencontrer. Voilà. Quand vous avez ici une bile qui ne circule pas correctement, vous allez avoir un foie qui va accumuler de la toxicité. Vous allez avoir une digestion qui va se faire mal. Donc vous allez moins bien digérer votre nourriture. Donc vous allez avoir la carence. Comme le foie ne va plus bien éliminer la toxicité, 2, on va avoir une augmentation de la toxémie. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez le lien avec toutes les maladies qui existent? D'accord? Le foie, c'est lui qui gère la digestion, entre guillemets, c'est lui qui gère la toxicité du corps. Donc si lui ne fonctionne pas bien, on a toutes les conditions, on coche toutes les cases pour faire toutes les pathologies existantes. Ok? Donc ça c'est hyper important de comprendre que lui là, c'est le point de départ de toutes les carences et c'est le point de départ de toute la toxicité. Parce que, encore une fois, c'est lui qui gère la digestion. Si on ne digère pas bien, on ne va pas bien assimiler sa nourriture. Si lui ne fonctionne pas bien, on ne va pas pouvoir produire suffisamment d'énergie. On ne va pas pouvoir produire toutes les protéines dont on a besoin. On ne va pas pouvoir produire toutes les hormones dont on a besoin. Donc c'est vraiment le foie, la pièce centrale, okay, de tous les dysfonctionnements. Ça, j'espère que j'ai bien réussi à vous le faire sentir. Alors maintenant, on va rentrer concrètement dans tous les symptômes. Donc accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal. Et peut-être que pour la première fois, on va enfin vous présenter l'explication logique qui lie tous vos troubles chroniques. Allez, c'est parti. Commençons par les problèmes de digestion. Alors, premièrement, la constipation. Qu'est-ce que la constipation? Constipation, c'est extrêmement simple. Vous avez une cholestase, donc vous avez ici des tuyaux qui sont bouchés, vous mangez, votre bol alimentaire arrive, votre vésicule biliaire libère ici de la bile pour pouvoir digérer votre nourriture. Comme vous avez ici le tuyau de plomberie qui est bouché, au lieu d'avoir 100% de la bile qui arrive là, vous n'avez plus que 50% qui arrive. On l'a dit tout à l'heure, la bile, c'est une substance qui est laxative. Lorsque la bile rentre en contact avec les parois du système digestif, cela favorise la motilité, cela fait avancer le bol alimentaire. Donc si au lieu d'avoir 100% de la bile, vous n'avez plus que 50%, vous perdez 50% de transit, de vitesse. Et donc vous perdez la fluidité. Donc vous avez une selle qui va être sèche et qui ne va pas avancer rapidement. Donc vous avez de la constipation.
La constipation, c'est aussi simple que ça. C'est un manque de bile dans la selle. Deuxième problématique, c'est la dysbiose. Donc dans les dysbioses, on peut ranger les dysbioses bactériennes comme le SIBO, on peut ranger les dysbioses fongiques comme la candidose par exemple, et on va dire tout ce qui est ballonnement ou gaz, okay, qui est surdéveloppement des micro-organismes. Donc là encore une fois, rappelons-nous ici, la bile qui est sécrétée ici, je l'ai dit, elle est laxative, mais elle est aussi antimicrobienne. C'est-à-dire que partout où elle passe, elle élimine les mauvaises bactéries ou les bactéries qui se surdéveloppent. Un peu comme un troupeau de vaches va sur un champ qui a poussé depuis plusieurs mois, elle broute tout. Ok, le champ, quand elles partent, le champ il est brouté. Il n'y a plus de mauvaises herbes, il est court. Eh bien la bile c'est un petit peu pareil. Partout où elle va passer, ici, là, partout où elle va passer, eh bien elle va éliminer les bactéries qui sont en trop. Donc si vous avez une cholestase là, si vous avez, ici c'est bouché de partout, bah, au lieu d'avoir 100% de bile qui arrive, vous n'avez plus que 50%. Ok? Et donc comme vous n'avez plus que 50% de bile qui arrive, eh ben là, les bactéries, elles vont se développer 2 fois plus vite. Donc j'ai pris 50%, ça pourrait être un autre chiffre, mais vous avez compris le principe. Au lieu d'avoir un troupeau de 100 vaches, on a un troupeau de 40 vaches. Donc elles n'auront pas le temps de brouter tout le champ avant que l'agriculteur, l'éleveur les envoie dans un autre champ. Okay, donc vous avez les bactéries qui se surdéveloppent. Ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons, et ça va créer ce qu'on appelle une dysbiose, petit à petit. Vous combinez ça avec le constipation tout à l'heure, et vous avez le combo parfait pour faire un SIBO. Parce que d'une part, vous n'avez pas la bile, qui élimine les mauvaises bactéries, mais en plus de ça, vous êtes constipé. C'est-à-dire que là, la selle, elle va être... C'est-à-dire que là, le bol alimentaire, il va avancer tout doucement, parce que vous n'avez pas de bile qui est laxative. Donc les bactéries, d'une part, elles ne peuvent pas être régulées par la bile, mais en plus de ça, elles ont un plateau de nourriture devant elles, mais qui avance pas très vite. Donc elles vont s'en donner à cœur joie, elles vont tout manger, elles vont se surdévelopper. Donc voilà, encore une fois, toutes les dysbioses sont à la base, pour moi en tout cas, des problèmes de foie. Ensuite, on a les maladies inflammatoires chroniques, comme Crohn, rectocolite hémorragique. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Toutes les maladies auto-immunes sont en réalité des problèmes de toxicité endogène. Le système immunitaire ne se retourne pas par hasard contre ses propres cellules, il se retourne contre des cellules qui sont infectées par la toxicité. Et donc comme c'est le foie qui gère toute la toxicité du corps, puisqu'absolument toutes les molécules qui ont besoin d'être dégradées, qui ont terminé leur fin de vie, les xénobiotiques, les résidus de médicaments, toutes les substances toxiques sont désactivées par le foie. Donc c'est simple, si le foie ne fonctionne pas bien, la toxicité de votre sang augmente. Et donc vous avez une plus grande chance que le système immunitaire se retourne vers des molécules, puisque les molécules vont être empoisonnées. Donc là, on a le lien avec Crohn et rectocolite hémorragique. Ensuite, l'inappétence, donc c'est le manque d'appétit. Alors, ici, il faut bien comprendre une chose. C'est que le corps, il est intelligent. Si là, vous avez une cholestase, ça veut dire que vous avez les canaux hépatiques qui sont bouchés. Chaque fois que vous mangez, votre foie, il va devoir produire de la bile. Il va devoir ici pousser cette bile ici, péniblement pour qu'elle arrive dans votre intestin. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des trous un petit peu partout, des fuites, dans le cas d'une cholestase? Ben, vous allez avoir de la bile qui va retourner dans le sang. Donc le corps, il n'est pas bête. Il voit que chaque fois que vous mangez, il a de la toxicité qui repart dans le sang. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire surtout, ah attention, ne faites surtout pas de gros repas. Parce que plus vous allez faire un repas qui est gros, plus la sécrétion de bile va être élevée. Et oui, la bile, elle sert notamment à digérer les graisses. Donc plus vous faites un repas qui est gros, plus vous faites un repas qui est gras, plus ici le débit, le flux biliaire va être puissant. Et donc plus le débit va être puissant, plus il y en a qui va repartir dans votre sang par les trous. Donc le corps face à ça, il se protège comment? Il coupe l'appétit pour que vous fassiez des petits repas. Okay, donc c'est un mécanisme de protection qui explique le manque d'appétit. Alors évidemment, ce n'est pas la seule explication. Il y a également les hormones de stress qui jouent un très grand rôle. Mais là, on a une explication directe entre le manque d'appétit et la cholestase. Ensuite, il y a les intolérances acquises. Alors, tout ce qui est gluten, histamine, salicylate, etc.,
Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je ferai des vidéos plus poussées dessus, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous n'êtes pas né avec une intolérance à l'histamine, au salicylate ou une intolérance au gluten, c'est que c'est quelque chose qui s'est développé au cours de votre vie. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la machine qui a cassé, et comme dit, je rentrerai plus en détail sur ce sujet parce que ça demande de passer un peu plus de temps, mais ce ne sont pas des pathologie en soi. D'accord? L'intolérance à l'histamine, ça n'existe pas de façon innée. C'est à un moment donné un dysfonctionnement hépatique qui provoque ça. Tous ces problèmes-là disparaissent quand on rééquilibre le foie. Ensuite, on a la sensation de ventre plein, qui fonctionne exactement sur le même principe de l'inappétence, c'est-à-dire vous sentez que vous avez besoin de manger, vous n'avez pas mangé depuis longtemps, vous mangez un petit peu, quelques fourchettes, et là vous sentez directement que vous ne pourrez plus rien mettre dans votre estomac. Ok? Ça, c'est typique d'un dysfonctionnement hépatique. Ensuite, il y a l'indigestion du gras et des repas lourds. Donc ça, c'est la même histoire que pour l'inappétence. Vous avez ici une grande quantité de gras qui arrive, ou un repas qui est lourd. Votre corps doit sécréter beaucoup de bile pour digérer ça. Et comme vous avez relativement peu de bile qui arrive finalement dans l'estomac, vous allez mal digérer cette quantité de nourriture. Donc vous allez vous sentir mal, nauséeux, après une raclette par exemple, ou en mangeant des choses très grasses, tout simplement parce que vous n'avez pas sécrété suffisamment de bile pour pouvoir digérer cette nourriture. Donc tout au long de la digestion, ça va vous peser sur le système digestif. Ensuite, il y a les selles pâles ou jaunes. Alors ça aussi, il faut l'expliquer. Si vous avez les selles qui sont jaunes, alors il faut savoir que la bile, quand elle est sécrétée, c'est un liquide qui est verdâtre, jaunâtre. D'accord? Ce qui se passe, c'est que elle va être sécrétée ici, d'accord? Et puis ensuite, tout au long de son trajet dans l'intestin et dans le côlon, les bactéries vont manger cette bile, et vont la transformer en stercobiline. Et la stercobiline, elle est marron. Mais pour que la selle devienne marron, il faut qu'il y ait une quantité suffisante de stercobiline. Donc il faut que les bactéries aient mangé suffisamment de bile. Donc s'il y a à la base, ici, dans votre bol alimentaire de départ, trop peu de bile, les bactéries ne pourront pas produire suffisamment de stercobiline pour donner la couleur marron. Ce qui explique que si vous avez trop peu de bile dans les intestins, la selle va sortir jaune ou décolorée dans les cas où on n'a pas réussi à digérer ces graisses. Voilà. Ensuite, il y a le symptôme de la tachycardie après les repas. J'aurais pu le ranger dans les symptômes cardiovasculaires. Je l'ai mis ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, la tachycardie après les repas? Vous faites un repas, rappelez-vous, ici, vous avez de la bile qui est sécrétée. Vous avez des trous là, vous avez des petites fuites. Donc, vous avez de la bile qui va partir dans le sang. Je vous le rappelle, la bile, c'est le liquide le plus toxique que nous ayons dans le corps. Donc votre sang, votre cœur, il voit quoi? Ah, beaucoup de toxicité qui arrive dans le sang, vite, il faut dégager ça hors du corps. Donc vite, tu vas m'accélérer la circulation sanguine pour que ça repasse dans le foie, que ça reparte dans la vésicule biliaire ou que ce soit éliminé par les reins ou par d'autres émonctoires, comme les poumons d'ailleurs. Donc là, on va ressentir du mucus, etc. Mais momentanément, il faut accélérer la circulation sanguine parce que y a de la toxicité, il faut qu'elle soit évacuée rapidement. Donc le cœur va pomper plus vite, donc on va avoir de la tachycardie. Et pour les cas où la toxicité est extrêmement élevée, la tachycardie ne se situe pas seulement après les repas, mais elle est constante, permanente. Voilà. Et donc tout ce qui va concerner des symptômes immédiats, on peut se dire oui mais la bile c'est que quand le bol alimentaire il arrive dans les intestins. Non, parce qu'en fait le foie il anticipe. C'est-à-dire que chaque fois que vous mangez, quand vous mettez quelque chose dans votre bouche, le foie, le corps il sait instantanément ce que vous avez mis dedans. C'est-à-dire que lui là, dès que vous mettez quelque chose dans votre bouche, il va directement anticiper. Il sait exactement combien de bile il doit produire. Donc là il va produire, il va envoyer de la bile là dans les canaux hépatiques, ce qui explique que des gens ont les symptômes immédiats en mettant juste une fourchette dans leur bouche, en mâchant, et les symptômes arrivent directement. Parce que là, il y a une anticipation qui est faite de ce qui va arriver ensuite, dans quelques heures après, dans les intestins. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer le fait que on peut avoir des symptômes immédiatement après le repas. Voilà. Alors, j'ai juste mis deux témoignages de personnes que j'ai en suivi pour vous montrer un peu ce qu'on arrive à faire au niveau du transit. Donc là, un témoignage de Christophe. Salut Jérémy, je sens un progrès depuis hier, 2 selles consistantes. Je pense que je suis sur la bonne voie.
Donc voilà, ça c'est un cas où on a essayé de travailler sur le transit, donc on commence à avoir des résultats. Et là, un autre commentaire, voilà. En ce qui concerne le transit, c'est un peu l'anarchie. Il y a des jours où je peine à aller à la selle et des jours où j'y vais plusieurs fois. Cette nuit, je me suis levé 3 fois pour aller à la selle. Comme tu l'as dit hier dans le live, il faut accepter de passer par différentes phases. La bonne nouvelle est que je vais à la selle au moins une fois par jour. Ça change la vie. Voilà, et des témoignages comme ça, on commence à en avoir de plus en plus. Donc, si vous voulez retrouver un transit régulier, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car j'aurai une proposition à vous faire. Donc voilà un petit peu tous les symptômes digestifs et leur lien avec la cholestase. Ensuite, on va parler des symptômes hormonaux. Donc les deux grandes voies hormonales que nous avons dans le corps, c'est la thyroïde. Les symptômes de l'hypothyroïdie, vous les connaissez sûrement, c'est on a froid, on est fatigué en permanence, on a une humeur anxieuse ou dépressive, on a la peau sèche et on a l'impression de vieillir plus vite. Voilà. Il y a la constipation aussi, il y a d'autres symptômes, mais ça c'est les symptômes principaux. Okay, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est le foie qui convertit la majorité de la T4, hormone thyroïde inactive, en T3, hormone active. Il y a une conversion qui se fait également dans l'intestin et on a une petite partie qui se fait dans les tissus périphériques. Mais la majorité se fait dans le foie. C'est-à-dire que si on a un foie qui ne fonctionne pas bien, si on a une cholestase, si le foie est déjà surchargé, qu'il a trop de toxicité à gérer, eh bien, il ne va pas pouvoir faire cette conversion correctement. Donc, on va avoir tous les symptômes de l'hypothyroïdie. Ça, c'est hyper important à comprendre parce que très souvent, quand on a une hypothyroïdie, on cherche d'abord à manger plus d'iode, on va chercher les carences nutritionnelles, on va chercher à booster le fonctionnement de la thyroïde. Mais il faut se rappeler que c'est le foie qui convertit la majorité des hormones thyroïdiennes. Okay, donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a l'hypogonadisme. Donc, c'est ce qui concerne le manque d'hormones stéroïdes. Donc, quels vont être les symptômes? La difficulté à prendre du muscle ou alors à perdre du gras. Ça va être des traits de visage peu marqués. Ça va être une libido basse. Ça va être des problèmes d'infertilité pour les hommes. Ça va être tout ce qui est dysfonction érectile. Pour les femmes, ça va être un dysfonctionnement où ça peut même aller jusqu'à la perte des cycles menstruels, des problématiques comme l'endométriose, le SOPK, plus généralement le syndrome prémenstruel. Et au niveau des symptômes psychologiques, on peut avoir une baisse de motivation, baisse d'enthousiasme, tendance à l'anxiété, à la dépression, etc. Voilà. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pour fabriquer toutes les hormones stéroïdes, nous avons besoin de cholestérol. Et nous avons besoin également de micronutriments et nous avons besoin d'hormones thyroïdiennes. Donc quand le foie ne fait pas correctement son boulot, il va mal convertir les hormones thyroïdiennes. On ne va pas pouvoir convertir le cholestérol en prégnénolone. Souvent, on a une accumulation de cholestérol. Donc les gens ne comprennent pas, ils ne mangent pas de gras, on leur dit de couper le gras saturé, mais ils ont un cholestérol qui est élevé. Et oui, c'est lui qui ne fait pas bien son boulot très souvent. Et donc après, évidemment, pour construire tout ça, ça va être très problématique puisqu'on n'a déjà pas le substrat ici qui est la prégnénolone. Et donc on va avoir tous les problèmes dus à un manque d'hormones stéroïdes que j'ai cité ici. Voilà. Donc les problèmes hormonaux, avant de chercher à booster avec des plantes adaptogènes, etc., qui de toute façon ne sont que des stimulateurs, ne sont que des pansements, il faut retourner à la racine du problème qui est le foie, qui est véritablement l'organe, qui est la pièce maîtresse hormonale, thyroïde et hormones stéroïdes, sachant que la thyroïde, elle va avoir une action sur toutes les autres glandes. Donc si là il y a un problème, de toute façon il va y avoir un problème au niveau de tout le système hormonal. Ce que je me suis noté ici, c'est que on peut avoir une hypothyroïdie par toxicité directe à la vitamine A. C'est un sujet pareil dont je ne rentrerai pas dans les détails maintenant. Si vous voulez plus d'informations sur la toxicité de la vitamine A, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. J'envoie une vidéo privée sur le sujet à tous les gens qui s'abonnent. Pour s'abonner à ma newsletter, il y aura un lien en description de cette vidéo. Ensuite, nous avons tous les problèmes de sommeil. Alors là aussi, c'est très très intéressant. Et on va voir le lien avec le foie. Alors déjà, il y a les problèmes d'endormissement. Il peut y avoir des problèmes d'endormissement si votre rythme circadien n'est pas bien réglé. Ça se règle très facilement. Vous passez une semaine ou une journée ou un week-end complet dans la nature, sans portable, sans écran, et généralement, voilà, le rythme circadien, il se met en phase très rapidement. Ce que je constate, c'est que la plupart du temps, les gens qui n'arrivent pas à s'endormir, qui ont besoin de beaucoup de temps pour s'endormir,
Cela s'explique par une toxicité endogène élevée. Alors, on a expliqué tout à l'heure, le foie, c'est lui qui gère toute la toxicité. Vous imaginez qu'il y a un certain niveau de toxicité, en tout temps, je veux dire, rien que le fait de vivre, il y a de la toxicité qui se crée dans le sang. Il y a des radicaux libres, il y a des hormones qui vont être en fin de vie, qu'il faut détoxifier. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des déchets dans le sang. Okay, donc vous imaginez, comme un niveau, comme une piscine, comme un verre d'eau, il y a un niveau de toxicité X dans le sang à tout instant. Ce qui se passe, c'est que ce niveau de toxicité, il va être travaillé, régulé par le foie. Plus la circulation sanguine est rapide, plus il y a de sang qui va arriver au foie rapidement, plus la toxicité peut baisser. Plus la circulation sanguine est lente, moins la toxicité va être rapidement prise en charge par le foie et donc plus elle peut augmenter. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe quand on s'endort? Le rythme cardiaque baisse. Donc la circulation sanguine baisse. Donc le niveau de toxicité du sang augmente. Je vais la refaire. Nous avons un niveau de toxicité dans le sang qui est X à n'importe quel moment. Plus la circulation sanguine est rapide, plus cette toxicité va descendre, puisque le sang, il arrive au foie, le foie fabrique de la bile et la bile est évacuée. Donc là, la toxicité, elle baisse. Par contre, si la circulation sanguine, elle baisse, le foie peut processer moins de toxicité à l'heure, donc la toxicité va augmenter. Comprenez, c'est un système entrée-sortie. Et le moteur, c'est la circulation sanguine. Donc quand on dort, la circulation sanguine baisse, donc la toxicité augmente. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous avez une personne qui est déjà trop toxique, donc là on est déjà dans des niveaux que le corps ne peut pas se permettre, parce que plus la toxicité augmente, plus c'est dangereux pour le corps. On peut mourir de toxicité, il faut le savoir. Trop de toxicité dans le sang, on meurt. Donc le corps ne peut pas se permettre de laisser la toxicité monter trop haut. Ok? Donc, tout simplement, le soir, les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir, et quand je dis qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, c'est-à-dire qui attendent 11h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin pour s'endormir, soit il y a une pathologie dont je n'ai pas la connaissance sous-jacente en dessus, mais très souvent, le problème, c'est qu'ils sont trop toxiques. Le corps ne veut pas s'endormir, parce que s'il s'endort, la toxicité, elle va monter trop haut, et là, ça peut être dangereux pour le corps. Donc le corps va attendre que la toxicité baisse, et une fois qu'elle sera descendue à un niveau convenable, là, on va pouvoir s'endormir. Ok? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et très souvent, les problèmes d'endormissement le soir, avec anxiété et cogitation, sont des problèmes d'intoxication au cuivre. Ça, pareil, j'ai pas le temps de rentrer dans le sujet, sinon la vidéo va faire 3 heures, mais c'est un sujet que j'aimerais bien traiter dans le futur. Donc, plus vous mettez de temps à vous endormir le soir, si ce n'est pas dû au rythme circadien, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur les écrans, etc., ça veut dire qu'il y a de la toxicité qui est dans le sang et votre corps ne peut pas se permettre de baisser la circulation sanguine en s'endormant. Plus ce temps est long, plus ça veut dire que la toxicité est élevée. Okay. Ensuite, il y a les réveils nocturnes. Alors, les réveils nocturnes peuvent être liés à plusieurs choses. Premièrement, soit à une baisse de la glycémie, tout simplement parce que le corps doit maintenir un taux de sucre dans le sang, une certaine fourchette. Si on descend trop bas, c'est dangereux, on peut mourir. Donc qu'est-ce qui se passe si le taux de sucre descend trop bas? Le corps, il envoie de l'adrénaline, du cortisol, pour aller fabriquer pour aller faire de la néoglucogénèse par le foie, pour ramener du sucre dans le sang. Okay, et donc les hormones de stress nous réveillent. Okay, et encore une fois, qui c'est qui gère la glycémie, métabolisme des glucides? C'est le foie. Okay, la nuit, on fait de la néoglucogénèse. Donc si le foie a des bonnes réserves de glycogène, on a les micronutriments qu'il faut, on n'a pas besoin de faire la néoglucogénèse et d'envoyer de l'adrénaline et du cortisol. Donc on a déjà un lien direct entre le fonctionnement du foie et un réveil nocturne dû à une baisse de la glycémie. Ensuite, si on se réveille la nuit, généralement entre 2 et 4 heures du matin, là, on se réfère à la médecine chinoise, c'est le foie. D'accord? Et donc, ce
qu'il faut savoir, c'est que la nuit, nous avons de la sécrétion de bile qui va se faire. Donc, regardez bien, entre 2 et 4 heures du matin, le foie se détoxifie. Donc là, vous allez avoir une sécrétion de bile. Je reviens à mon histoire, si on a une cholestase, donc si c'est bouché partout et qu'il y a des fuites, eh bien vous allez avoir de la bile qui va repartir dans le sang. Plus vous avez une cholestase qui est aggravée, plus vous avez de la bile qui repart dans le sang, et donc de la bile qui repart dans le sang, bah, c'est toxique pour le cœur, c'est toxique pour le corps. Donc le corps va se réveiller pour faire circuler ce sang plus vite. Donc comment on fait pour stimuler les battements du cœur? On envoie de l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça nous fait nous réveiller. Voilà. Donc les réveils nocturnes, ça peut être dû à une baisse de glycémie, ça peut également dû être un manque d'électrolytiques, un déséquilibre des électrolytes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si on a une sensation forte d'éveil ou d'anxiété, c'est que ça accompagné d'hormones de stress. Ce qui peut nous réveiller également, c'est les urines la nuit. D'accord? Tout simplement parce que si notre sang est trop dilué, si on a trop bu ou si on a un déséquilibre, si on n'a pas suffisamment d'électrolytes dans le sang, pas suffisamment de glucose, eh bien le corps peut nous pousser à uriner la nuit. Et généralement, quand on regarde les urines la nuit, elles vont être très claires. Si on urine plusieurs fois la nuit, okay? Parce que le corps il a besoin d'enlever l'eau pour remonter la glycémie et remonter la quantité d'électrolytes. Et si elles sont mousseuses, c'est de nouveau lié à un problème de foie. Ensuite, il y a le syndrome des jambes sans repos. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors là, c'est uniquement mon interprétation. Mon interprétation, c'est que la toxicité s'accumule dans le corps. Et donc, à un moment donné, il y a une sécrétion d'adrénaline qui est très importante et qui est là pour empêcher la toxicité de s'accumuler dans les jambes. Sinon, elle peut attaquer toutes les cellules et causer des problèmes. Et donc, on peut avoir cette sécrétion d'adrénaline qui va aller jusque dans les jambes pour les faire bouger. Également, mon interprétation sur tout ce qui est cauchemar. J'ai une théorie là-dessus. J'ai tout noté dans des cahiers, mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour expliquer ma théorie. Je pense que nos cauchemars, nos rêves, nos souvenirs sont liés avec la bile qui est en nous. Je n'ai pas d'éléments tangibles parce que c'est uniquement mon expérience, mais j'ai remarqué que mes rêves, mes cauchemars et le lien avec les souvenirs que j'ai de ma vie sont liés à tout le chemin que j'ai eu de rééquilibrage du foie. Donc je pense qu'il y a un vrai lien entre nos cauchemars. Peut-être que nos expériences stressantes dans notre vie, des moments où on ne s'est pas senti bien, etc., peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu des bouts de bile qui se sont bloqués dans le foie et qu'en rééquilibrant son foie, on peut libérer ces choses-là et on peut débloquer ensuite des cauchemars qui se transforment en rêves bienveillants. Donc ça peut paraître un petit peu flou comme je le dis comme ça, mais j'ai une théorie là-dessus. Et comme dit, c'est uniquement mon expérience personnelle. Mais je pense que les cauchemars sont liés à de la toxicité qui s'évacue pendant la nuit. C'est ce que je pense. Et ensuite, il y a tout ce qui est intolérance au bruit. Donc quand on a le sommeil léger, qu'on se réveille au moindre bruit. Donc là, pareil, il faut se dire une chose, c'est que plus on est toxique, plus les hormones de stress sont élevées, parce qu'il faut faire circuler ce sang rapidement pour que la toxicité soit traitée par le foie et évacuée. Donc on est à l'intérieur de notre corps sans arrêt en sécrétion d'hormones de stress. Et donc la fonction numéro 1 des hormones de stress, c'est de nous mettre en hypervigilance. Donc si on a des hormones de stress, on va se réveiller au moindre bruit, on va avoir un sommeil léger. Donc le foie n'est pas directement responsable de l'intolérance au bruit, mais indirectement, car il y a une toxicité qui est élevée, qui va induire des hormones de stress, qui va induire une intolérance au bruit. Donc voilà pour les symptômes liés au sommeil. De toute façon, le sommeil, pour moi, c'est pas compliqué, hein. C'est rythme circadien, toxicité et carence nutritionnelle, quoi. Une fois qu'on résout ces trois choses, il n'y a plus de problème de sommeil. Ensuite, on va venir sur tous les problèmes de peau. Alors, commençons par les démangeaisons nocturnes. D'ailleurs, les démangeaisons la journée. Rappelons-nous d'une chose, c'est qu'ici, quand on a une cholestase, la bile qui est censée rester dans ces canaux hépatiques repart dans le sang. Quand elle repart dans le sang, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, elle refait un tour de grand 8 et elle revient au foie pour être de nouveau neutralisée et réintégrée dans les canaux et la vésicule biliaire.
Deuxième possibilité, elle va être directement évacuée par les émonctoires. Ça peut être par les reins, ça peut être par la peau, ça peut être par les poumons, ça peut être par le vagin pour les femmes pendant les cycles menstruels. Donc il y a la peau. Et donc la bile, c'est le liquide le plus toxique du corps. Donc il peut attaquer les terminaisons nerveuses de la peau, ce qui peut causer des démangeaisons. Et si en particulier les démangeaisons sont nocturnes, rappelez-vous la nuit, nous avons une détoxification du foie qui s'opère. Donc elle peut provoquer des démangeaisons. Maintenant, cette bile-là, chez certaines personnes qui sont prédisposées, peut aller plus loin, peut traverser la peau et vouloir sortir par l'émonctoire peau. Et donc là, ça va provoquer tout ce qui est eczéma, psoriasis, rougeur, érythème, dermatite. Tous les problèmes de peau sont liés à un excédent de toxicité que le foie et les reins n'ont pas réussi à évacuer. C'est la première chose qu'on nous apprend en naturopathie sur le fonctionnement des émonctoires. Ce qui sort par la peau, c'est ce que le foie, le couple foie-intestin et rein, n'a pas réussi à évacuer. Voilà. Donc ça, c'est nos deux premiers problèmes. Les flushs, la dermatite, le psoriasis, l'eczéma et les démangeaisons. Voilà. Donc tous ces problèmes-là, c'est de la toxicité que le foie n'a pas réussi à processer, qui s'est trouvé un petit chemin entre les canaux hépatiques, entre les jonctions serrées et qui est reparti dans le sang. Une peau qui vieillit plus vite. Pareil, c'est tout ce qui va être lié à l'hypothyroïdie, mais la bile est le liquide le plus toxique du corps, donc elle attaque les cellules, et notamment les cellules souches, et donc on peut avoir une peau qui vieillit plus vite. Ensuite, il y a tout ce qui est teint jaune, mains et pieds orange, jaunâtre, avec à un stade très avancé l'ictère. L'ictère, c'est quand voilà, cette couleur jaune, elle touche même le blanc des yeux. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, en France, au moins 30% des nouveau-nés naissent avec la jaunisse. Vous irez voir sur le site de l'assurance maladie, c'est très bien expliqué. Ils appellent ça jaunisse physiologique. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de physiologique à naître avec la jaunisse. Pour moi, c'est le signe qu'il y a une toxicité qui est dans l'enfant à ce niveau-là. Heureusement pour eux, d'accord, les enfants ont une vitalité absolument extrême, ce qui leur permet très rapidement d'évacuer toute cette toxicité, notamment s'ils sont bien exposés à la lumière naturelle du soleil. Et donc, c'est ce qui explique que voilà, cette jaunisse physiologique s'en va très rapidement. Mais il faut bien avoir conscience que c'est de la toxicité qui était là, et pour certains, ça veut dire que cette toxicité, elle peut déjà être présente dans le foie. Okay. Donc pourquoi on a le teint jaune quand on a un problème de foie? Encore une fois, ici, quand on a une cholestase, je l'ai dit, il y a des trous, c'est un raison de plomberie, il y a des trous. Donc la bilirubine, qui est jaune, verdâtre, jaune, lorsqu'elle est sécrétée, lorsque nous mangeons, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous faisons du sport, lorsque nous dormons, elle va repartir dans le sang. Et si la bilirubine s'accumule dans le sang, comme elle est jaune, on va avoir le teint jaune, la peau jaune, etc. Et on peut même avoir les dents jaunes, puisque les dents baignent dans la salive. La salive est fabriquée à partir du sang. Donc si le sang contient trop de bile qui est jaune, les dents peuvent devenir jaunes. Je le sais car je l'ai vécu. Autant au niveau des dents qu'au niveau des mains et des pieds. Donc c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Ensuite, il y a les pellicules et la peau morte. Pareil, ce sont de la toxicité qui est évacuée. Et dernier symptôme qui est important, c'est tout ce qui va être au niveau des yeux. Il y avait une phrase d'Hippocrate d'ailleurs sur le sujet, je ne l'ai pas retrouvée, mais en naturopathie, on a une citation qui dit « le foie s'ouvre aux yeux ». Donc tout ce qui va être cerne, couleur sombre, bleu, violet autour des yeux, est un signe d'un foie qui ne fonctionne pas correctement. Pourquoi ça se joue à ce niveau-là? Je n'en sais rien. Mais pareil, c'est un sujet que je connais bien parce que je l'ai vécu. Pendant des années, j'ai eu des cernes, j'ai jamais compris d'où ça venait. Je me mettais des crèmes, tous les jours des crèmes pour essayer de faire partir ça. Le jour où j'ai travaillé mon foie, c'est parti en 2 mois, alors que ça faisait des années que j'essayais de régler ce problème. Donc, on a également un lien très étroit entre tout ce qui se passe autour des yeux
et le foie. D'ailleurs, à ce propos, on peut raconter une petite anecdote. C'est pas une anecdote, c'est tout simplement un constat. C'est qu'aujourd'hui, vous prenez un adulte de 40 ans, vous lui faites faire une nuit blanche. Généralement, le lendemain, il va pas avoir une bonne tête. Il va avoir des cernes. Il va avoir du bleu en dessous des yeux. Pourquoi? Pas parce qu'il a un manque de sommeil, mais parce que le foie n'a pas pu se détoxifier correctement. Pourquoi je dis ça? Vous prenez un enfant de 10 ans, de toute façon on a tous fait ça, hein. On va à un anniversaire, on va chez le copain qui organise allez, la boum de l'année, il a les parents sympas, etc. Il invite tout le monde à dormir chez lui, il a une grande maison. On arrive là-bas l'après-midi, on mange que des bonbons, que des gâteaux, que des sucreries, que des trucs de... Voilà, que des cochonneries. Le soir, on ne dort pas, on joue aux jeux vidéo toute la nuit, on se couche à 5 heures du matin. Et le lendemain, il y a les parents qui viennent nous chercher à 9 heures. Ok? Voilà, parce qu'on a 11, 12 ans, enfin j'en sais rien quel âge on a, enfin c'est juste pour donner un exemple, et qui vont pas nous récupérer trop tard. On a dormi 2 ou 3 heures, on a mangé n'importe quoi, et pourtant, tous les gamins, leurs yeux sont nickel. Ils ont rien. C'est comme s'ils avaient. Il n'y a rien qu'à changer sur leur visage. En tout cas, chez moi, c'était comme ça, hein. Chez moi, c'était comme ça quand on avait ce genre d'occasion au collège. Ça vient d'où? Les gamins, ils ont tous une nuit de sommeil en moins. Donc, ils ont tous un manque de sommeil. Mais ça ne se voit pas sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils ont, selon moi, un fonctionnement hépatique qui est encore impeccable. Évidemment, c'est des choses qui ne durent pas. Voilà. Donc, on peut voir beaucoup de choses au niveau des yeux d'une personne. Au niveau de la peau, je rajoute juste un petit témoignage pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec cette approche du rééquilibrage par le foie que je défends. Donc bonjour Jérémy, l'eczéma de William s'améliore. Donc c'était un parent qui venait me voir pour un eczéma d'un enfant qui était présent depuis sa naissance. Donc l'eczéma de William s'améliore, il reste des traces mais moins marquantes qu'avant. Mais voilà un petit peu ce qu'on arrive à faire au niveau des problèmes de peau avec cette approche de rééquilibrage du foie. Ensuite, nous avons les problèmes de métabolisme. Alors, tout ce qui est difficulté à perdre du gras ou prendre de la masse musculaire. Si c'est votre cas, encore une fois, rappelez-vous que ce ne sont pas les calories qui vous font perdre du gras ou prendre du muscle, ce sont les hormones stéroïdes. D'accord? Ce sont ces petites hormones-là. Ah, j'espère que ça va faire la mise au point. Bon, au pire, vous voyez les hormones qui sont ici, là. Cholestérol, qui va se transformer en prégnénolone, qui va donner toute la cascade des hormones stéroïdes. Je vais juste prendre un exemple pour vous expliquer ça. Les bodybuilders, par exemple, lorsqu'ils sont en compétition, c'est-à-dire que quelques semaines avant leur compétition, ils prennent des stéroïdes. Et ces stéroïdes vont leur permettre, malgré des diètes hypocaloriques où ils mangent quasiment rien, de maintenir leur masse musculaire. C'est-à-dire que là où une personne normale, elle perdrait 3 kilos par jour parce qu'elle est sur une diète à 1500 calories, la personne bodybuildée qui prend des stéroïdes, donc des hormones là, elle prend ça là, ces hormones de synthèse, elle va maintenir sa masse musculaire avec une diète à 1500 calories alors qu'elle aurait besoin peut-être de 4000 calories par jour pour les maintenir. Comment c'est possible? Parce que ce n'est pas les calories qui comptent. Ce qui compte, c'est les hormones. C'est les hormones qui vont dicter la synthèse musculaire et qui vont dicter le fait que si on stocke ou si on brûle du gras. Ok? Donc c'est eux, elles là, qui font que vous n'arrivez pas à prendre ou à perdre du poids. Et on l'a vu tout à l'heure, pour avoir une bonne synthèse d'hormones stéroïdes, il faut avoir déjà des bons taux de T3 et surtout il faut avoir un foie qui métabolise correctement le cholestérol. Donc encore une fois, si on veut prendre ou perdre du poids, il faut rééquilibrer ses hormones stéroïdes, rééquilibrer ses hormones thyroïdiennes, et ça passe par un meilleur fonctionnement hépatique. Ensuite, il y a tout ce qui est glycémie. Donc les coups de barre de 10 à midi ou de 14 à 16 heures, tout ce qui est fringale quand on rentre à la maison, etc. Ça peut être de l'anxiété, etc. Encore une fois, on revient toujours à notre histoire, c'est le foie qui gère le métabolisme des glucides. La plupart du glucose que nous avons en circulation dans le sang provient de la néoglucogénèse. C'est-à-dire que ce n'est pas le glucose de l'alimentation, c'est du glucose qui est fabriqué par le foie, par néoglucogénèse. Donc si on veut réellement réguler sa glycémie, retrouver une bonne sensibilité à l'insuline, le premier organe dont il faut prendre soin, c'est le foie. Et ensuite, on a tout ce qui est sensibilité à l'insuline, notamment le diabète de type 2,
Donc, d'après les recherches du docteur Smith, le diabète de type 2 serait fortement, très fortement corrélé à une augmentation des acides biliaires sanguins. Et donc, encore une fois, ça prendrait tout son sens par rapport à tout ce qu'on a vu dans le schéma, que c'est le foie qui gère la glycémie. Je pense que dedans, il y a d'autres informations à considérer, notamment les acides gras polyinsaturés. Mais de toute façon, dès qu'on parle de glycémie, de sensibilité à l'insuline, en réalité, on parle du même sujet. Et en prenant soin du foie, on aura de toute façon des améliorations à ces deux niveaux. Ensuite, on a tous les problèmes de stress. Alors quand je dis les problèmes liés au stress, je veux parler d'intolérance à toute forme de stress. Ça veut dire, vous faites du sport, vous ne supportez pas bien, vous faites du sport, vous allez vous sentir mal pendant 2-3 jours, vous supportez mal les chaleurs, vous supportez très mal l'été, vous supportez très mal l'hiver, vous supportez mal le sauna, le hammam, les bains, et tout ce qui est émotionnel et stress. C'est-à-dire vous supportez mal les conflits, quand vous êtes dans une situation voilà, où il y a de la pression, vous réagissez mal, vous pouvez même pleurer, voilà, vous pouvez vous sentir totalement débordé par vos émotions. Ça, pareil, c'est un sujet que je connais très bien pour l'avoir vécu. Donc on va voir pourquoi toute cette intolérance de stress sont liées directement au foie. Donc j'en ai touché 2 mots au début de cette vidéo. Là, il y a plusieurs situations dans lesquelles le foie et la vésicule biliaire vont libérer de la bile ici dans les canaux hépatiques. 1, quand on mange. 2, quand on a chaud. 3, quand on fait du sport. Et 4, quand on a un choc émotionnel ou une situation stressante. Et 5, quand on dort. C'est très important de retenir ça. Donc regardez, vous êtes là, vous faites un effort. Plus l'effort est important, plus la sécrétion de bile va être grande. Et c'est ce qui, à mon avis, là c'est mon interprétation, c'est ce qui fait que le sport est si bon pour la santé. C'est pas que on construit du muscle, c'est pas que on active la circulation sanguine, c'est pas que on élimine la toxicité par la transpiration, mais c'est également que quand on fait du sport, nous sécrétons de la bile dans les intestins. Donc nous évacuons de la toxicité, pas seulement par la peau qui transpire, mais également dans les intestins. Et donc ce qui se passe, c'est que la sécrétion de bile va être proportionnelle à l'effort sportif. C'est-à-dire que si là vous avez une cholestase, là tout est bouché, si vous avez des trous et que vous faites un effort important, eh bien là, vous allez avoir de la bile, encore une fois, qui va repartir dans le sang. Et c'est ce qui fait que, par exemple, vous vous levez le lendemain après une séance de sport, vous êtes complètement fracassé, fatigué, vous vous sentez vaseux, vous n'arrivez pas à récupérer. Voilà. Pourtant, vous avez mangé, vous vous êtes couché à la bonne heure, vous avez respecté votre rythme circadien, vous avez bien mangé, etc. Une explication très souvent, c'est que ça vient d'un foie qui ne fonctionne pas bien. Et ça, c'est pareil pour les émotions. La sécrétion de bile va être proportionnelle à l'intensité du stress émotionnel que nous vivons. Si vous avez une cholestase, si vous avez un stress émotionnel qui est trop important, tac, vous allez avoir de la bile qui va repartir dans le sang. C'est ce qui explique, d'après moi, que les personnes réagissent très différemment face à des mêmes situations stressantes. Vous avez par exemple des gens qui vont vivre un deuil et qui vont s'effondrer. Qui vont partir en dépression pendant des mois, voire des années. Leur vie va basculer. Parce que là, vous avez une quantité tellement énorme de bile qui repart dans le sang. Rappelez-vous, la toxicité, c'est un niveau dans le sang. Et la toxicité est tellement grande que le foie n'arrive plus à la processer. C'est comme un petit robot dans une piscine. La piscine est immense, vous mettez trop de toxicité. Le robot n'a pas eu le temps de nettoyer la piscine avant qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, parce que le vent va apporter de la poussière, il y a des feuilles qui vont tomber. Enfin, il n'a pas le temps en fait. Okay. Et donc ce qui explique que voilà, on rentre après dans des problèmes chroniques où le fait de vivre tous les jours, ça produit naturellement des toxines, mais comme la quantité de toxicité est trop élevée, le foie n'a pas le temps de faire redescendre cette toxicité. Parce qu'en vivant, on continue à en rajouter. Okay. Donc c'est ce qui explique qu'il y a, il y a des gens qui réagissent très mal dans des situations de pression émotionnelle, ça peut être des conflits, ça peut être des deuils, ça peut être des séparations. Et les gens généralement qui réagissent bien, c'est qu'il y a un fonctionnement hépatique qui est solide. Voilà, évidemment, il peut y avoir d'autres facteurs, mais c'est une des explications que j'ai trouvées. Voilà. Et c'est pareil du coup pour la chaleur avec le sauna. Là, la chaleur fait que le foie sécrète plus de bile. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est intolérance au stress.
Et ensuite, nous avons tout ce qui est émotion et psychologique. Alors, colère, anxiété, dépression, pensée qui tourne en boucle, brouillard mental, surtout le matin. Toutes ces émotions, lorsqu'elles deviennent chroniques, pas aiguës, chroniques, sont le signe d'une toxicité endogène. Nous avons des études qui montrent, par exemple, le lien entre anxiété et présence de cuivre dans le sang. Nous savons que la présence de métaux lourds, la présence de certaines substances toxiques peuvent induire tout un tas d'états émotionnels problématiques. Que je dise cuivre, métaux lourds, substances toxiques, on met tout ça dans un même paquet, on l'appelle toxicité. Et encore une fois, qui c'est qui se charge d'évacuer, de collecter tout ça? C'est le foie. Donc si le foie ne fait pas bien son travail, on est assujetti à tout un tas de problèmes psychologiques. Ensuite, nous avons les problèmes immunitaires. Alors, les maladies auto-immunes, j'en ai déjà parlé. Ça pourrait être le sujet entier d'une vidéo. Donc je le répète ici. Et on est plusieurs praticiens à partager cette idée quand on en parle en off. Les maladies auto-immunes, c'est tout simplement un excès de toxicité dans le corps. Et le système immunitaire, tout simplement, se retourne vers les propres cellules de son corps, non pas parce qu'il les reconnaît comme des substances pathogènes, mais tout simplement car elles sont empoisonnées. Et pour pouvoir survivre, il n'a pas d'autre choix que de les éliminer. Donc on peut améliorer les maladies auto-immunes en prenant soin de son foie. Tout ce qui est infection fréquente. Alors, ça peut être infection virale, infection bactérienne, infection fongique, etc. Bon. Je verrai si dans le montage je peux intégrer une petite vidéo, un extrait de vidéo qu'on avait filmé avec Jean Houtziger. Donc Jean Houtziger, pour ceux qui suivent pas trop ma chaîne depuis le début, c'est un naturopathe chevronné de 79 ans, je crois qu'il doit bientôt aller sur les 80, que j'avais rencontré à l'époque et qui avait montré dans une de nos vidéos une courbe de l'immunité avec la force vitale. Et voilà, je trouvais ce schéma assez parlant, j'espère que je pourrais vous le remettre. Donc tout simplement, on peut s'imaginer ça. Il y a deux courbes. Il y a une courbe qui est la courbe de la toxicité et une courbe qui est celle de la force vitale ou de l'immunité. Okay, et tout simplement, lorsque la toxicité est au-dessus de l'immunité ou de la force vitale, eh bien vous avez des infections qui se produisent par les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, sont les éboueurs du corps, sont les éboueurs de la nature. Lorsque le corps n'a plus suffisamment d'éléments, d'organes pour gérer la toxicité, lorsque le foie et le système lymphatique sont surchargés, il doit faire appel aux petits éboueurs d'appoint. Dans une ville, quand vous avez l'entreprise générale qui collecte les déchets, qui s'en sort plus, à un moment donné, elle va mandater des petits éboueurs indépendants à droite à gauche pour l'aider à éliminer les déchets. Donc ça, c'est les virus, les bactéries, etc. Et c'est ce qui explique que, par exemple, en été, il n'y a pas de grippe. Alors tout simplement parce qu'en été, la toxicité baisse. On est au soleil, on est plus dehors, la vitamine D permet d'éliminer plus de déchets, on va transpirer plus. Donc de toute façon, la toxicité, elle baisse en été. Donc les gens ne font pas très peu d'infections pulmonaires. Et donc tout arrive dans les périodes froides, puisqu'à ce moment-là, la toxicité augmente. Donc en réalité, le système immunitaire, comme l'avait compris par exemple Ajunus van der Planus, n'est qu'une extension de notre système de détoxification. Le système immunitaire, le foie, le système lymphatique, pour moi je le range dans un grand ensemble qui est le système de détoxification et de purification, d'élimination du corps. Et quand ce système est surchargé, il fait appel à des petits micro-organismes que sont les virus, les bactéries, etc. pour nous aider à éliminer cette toxicité, tout simplement. Donc tout ce qui est problème immunitaire, on a des améliorations évidentes lorsqu'on s'occupe correctement du foie. Et puis on a la langue très blanche, donc ça j'aurais pu le ranger dans la digestion aussi, mais la langue très blanche, ça peut être un signe de candidose, mais tout simplement c'est un signe qu'il y a des déchets qui sont évacués. Et enfin on va terminer par les signes cardiovasculaires. Ce sont des témoignages et des expériences personnelles que j'ai pu collecter. Donc tout ce qui est pression au niveau du sternum, ça peut être à droite ou à gauche, tout ce qui est sensation d'une toxicité circulante, donc ça arrive souvent la nuit,
on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est près du cœur, comme un liquide toxique qui circule, et très rapidement, ça va se propager vers la périphérie et ça va disparaître. Et tout ce qui est battement du cœur fort, battement qu'on peut entendre au niveau de la gorge, qu'on peut entendre quand on pose l'oreille sur le coussin, et tout ce qui est tachycardie, donc ça j'ai déjà expliqué dans la partie digestion, c'est tout simplement la toxicité qui est trop élevée dans le sang, et donc le cœur doit accélérer cette circulation sanguine par le biais d'hormones de stress comme l'adrénaline par exemple, pour justement que cette toxicité soit vite amenée au foie, au rein, pour être évacuée hors du corps. Donc voilà des signes, encore une fois, qui sont directement reliés à la toxicité endogène du corps, et donc la toxicité endogène du corps est régulée par le foie. Donc en travaillant le foie, on a moins de toxicité, donc on a moins de devoir pour le cœur de battre plus vite pour éliminer tout cela. Donc là, on a fait le tour de pas mal de symptômes différents, et on a vu en quoi ils étaient reliés à chaque fois au foie, à la santé du foie. Et donc, c'est ce qui rend en fait cette approche que je défends, c'est la puissance en fait du rééquilibrage par le foie. Puisque le foie, il est central dans toutes les grandes voies métaboliques. On l'a vu, c'est lui qui gère le transit. C'est lui qui est à l'origine des problèmes de peau. C'est lui qui est responsable de la qualité du sommeil. C'est lui qui est la pièce maîtresse pour la fabrication des hormones thyroïdiennes et stéroïdes. Et c'est lui qui est responsable de la majorité du métabolisme. Et qu'est-ce qui lie tout ça? C'est la détoxification. Plus un foie est en bonne santé, plus la toxicité est basse, plus il a d'espace et de nutriments pour pouvoir faire fonctionner tous ces différents piliers. Plus la toxicité est élevée, plus le foie est surchargé, on appelle ça la cholestase, moins il pourra consacrer d'énergie et de nutriments à tous ces piliers. Parce qu'il faut bien se le dire, la digestion, la santé de la peau, le sommeil, la fabrication des hormones, le métabolisme, c'est des choses qui demandent des nutriments. Le foie est l'organe le plus gourmand en nutriments avec le cerveau. C'est pas un hasard si après chaque repas, tous les nutriments vont au foie. Parce que c'est lui qui décide où va chaque nutriment. Okay, donc il faut bien comprendre que plus il est occupé avec la détoxification, plus ça va lui bouffer des nutriments, moins il en aura à consacrer à tous ces piliers. Donc en travaillant sur le foie, en baissant la toxicité, on a automatiquement un effet positif sur quasiment toutes les voies métaboliques. Et c'est ce qui fait la puissance de cette approche. On a des problèmes de sommeil, on a des problèmes digestifs, on a des problèmes de peau, on a des problèmes cardiovasculaires. On va chaque fois aller chercher une solution à droite, une plante pour ci. On cherche, là on est sur une approche symptomatique. Et là, on retourne au vrai cœur de la santé de la naturopathie, la carence, la toxémie. On travaille de l'intérieur pour avoir un effet bénéfique sur l'extérieur. Et ça, c'est hyper important. Et c'est selon moi ce qui fait vraiment la puissance de cette approche. Elle est puissante dans sa simplicité. Voilà, pour présenter concrètement les choses, comment moi je vois le travail sur la santé aujourd'hui, je le vois comme ça. Si on a des troubles chroniques, c'est qu'on a forcément, et je le dis, je me mouille, je m'avance, on a forcément un foie qui est surchargé. Forcément. Parce qu'on a trop de toxicité qui rentre, on n'a pas assez de toxicité qui sort, et donc on a un foie, comme le montre ce verre d'eau, qui est surchargé. Et donc tout l'enjeu de ce qu'on essaye de faire, c'est de baisser la toxicité qui va rentrer, d'augmenter la toxicité qui sort, pour que petit à petit, cette toxicité, elle libère le foie. Et donc on a un foie qui est libéré et qui peut fonctionner correctement et qui va pouvoir produire une bonne digestion, produire un bon sommeil, produire des hormones, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous présenter les étapes de la méthode que j'utilise personnellement pour libérer ce foie et enfin avoir une amélioration sur ces problèmes chroniques. Donc c'est une méthode que j'ai développée qui s'appelle Liver Reset, qui fonctionne en 3 étapes. Première étape, c'est d'alléger le travail du foie. C'est simplement de baisser la quantité de toxines qui entre à l'intérieur. Lui alléger le travail, en gros, d'autres termes, avec notamment une bonne alimentation. Deuxième étape, c'est d'éliminer la toxicité. C'est de faire en sorte que le transit reparte et que cette bile qui arrive dans les intestins, elle dégage ou une plus grande partie soit éliminée dans les toilettes. Et troisième étape, c'est d'optimiser le fonctionnement du foie en lui donnant les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Car si aujourd'hui vous avez des troubles chroniques, je m'avance, je persiste et je signe, vous avez forcément des carences nutritionnelles.
vous avez forcément des carences de zinc, de B1, de magnésium. C'est évident si vous avez des problèmes chroniques. Donc il y a un travail de combler les carences qui est à faire. Ça se fait d'abord à travers l'alimentation, mais ça se fait également avec une bonne complémentation. Il faut trouver le bon labo, le bon dosage, etc. Donc toutes ces choses-là, je les explique dans ma méthode Liver Reset. Si vous êtes encore là, à cet endroit de la vidéo, c'est que vous avez probablement des problèmes chroniques, c'est que ça fait probablement longtemps que vous cherchez. Alors maintenant, il y a 3 options qui s'offrent à vous. Première option, vous repartez de cette vidéo. Vous essayez de faire chemin seul, comme vous avez fait les derniers mois, les dernières années, et vous essayez de vous en sortir seul. La deuxième option que vous avez, c'est d'appliquer directement la méthode Liver Reset, d'accord, qui va vous permettre, comme les témoignages que vous avez vus, déjà de retrouver un transit, hein, c'est une condition sine qua non pour améliorer sa santé, et petit à petit de rééquilibrer ce foie, et donc avoir des bénéfices sur tous les aspects de votre santé. Troisième option, vous pouvez choisir d'aller encore plus vite et de travailler directement avec moi. Si vous choisissez de faire chemin seul, c'est une décision que je respecte et je vous souhaite bon courage. Moi, ça m'a pris des années pour comprendre tout ce que je vous explique là et ça m'a pris également beaucoup de temps à l'appliquer correctement. Donc, je vous souhaite bonne chance. Si vous souhaitez soit rejoindre la communauté Liver Reset, soit travailler directement avec moi, c'est simple. Vous répondez au questionnaire en description de cette vidéo. Ce sera le premier lien dans la description. Et en fonction de vos réponses, je vous orienterai vers la solution qui me semble être la plus adaptée à votre situation. Sachant que je vous le dis très sincèrement, si vous travaillez directement avec moi, vous irez beaucoup plus vite. Vous retrouvez votre transit beaucoup plus vite, vous retrouverez un confort digestif, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez comprendre ce que vous faites et vous allez aller dans la bonne direction. Le sommeil va s'améliorer, le transit va s'améliorer, l'humeur va s'améliorer, l'énergie va s'améliorer. Tout ça évidemment beaucoup plus vite que si vous choisissez de faire le programme Liver Reset en autonomie. Donc faire chemin seul, vous continuez à pied. Liver Reset, vous prenez la voiture. Et si vous travaillez directement avec moi, vous prenez le train à grande vitesse. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si vous avez des questions sur un point de la vidéo, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt sur Vitali TV. Au revoir.